Le téléphone sonna juste au moment où ils allaient licencier sa mère. Le fils de la femme de ménage répondit à cet appel que personne d'autre ne voulait prendre. Et ce qu'il découvrit cet après-midi-là changea le destin de tous pour toujours. « Madame Dubois, ramassez vos affaires. Vous êtes renvoyée. » La voix du directeur, Robert de Clercq, résonna dans tout le 18 étage du groupe Atlas comme un coup de feu. Carmen Dubois laissa tomber le chiffon de nettoyage qu'elle tenait, ses yeux s'emplissant de larmes instantanées qu'elle ne put retenir. « Mais, monsieur de Clercq, s'il vous plaît. » Sa voix se brisa. « Je travaille ici depuis 12 ans. Je n'ai jamais manqué un jour. Je n'ai jamais nettoyé mal pendant 12 ans. » De Clercq l'interrompit brutalement, désignant une tache sur le bureau de verre. « Regardez ça. Monsieur Delacroix va recevoir le client le plus important de l'histoire de cette entreprise dans 1 heure et vous laissez le bureau sale. » Maxime Dubois, qui était venu chercher sa mère après les cours, assista à toute la scène depuis l'entrée. Il vit les yeux de Carmen se remplir de désespoir, ses mains tremblaient tandis qu'elle essayait d'effacer une marque à peine visible. « S'il vous plaît, monsieur de Clercq. » Carmen supplia, sa dignité s'effondrant devant les employés qui s'étaient penchés pour assister au spectacle. « Mon fils étudie l'ingénierie. J'ai besoin de ce travail. Je vous en supplie, ne me suppliez pas, » hurla de Clercq, jouissant clairement du pouvoir qu'il avait sur elle. « Votre médiocrité me met hors de moi. La sécurité vous raccompagnera à la sortie immédiatement. » C'est alors que le téléphone de la réception exécutive sonna. Ring, ring, ring. Sophie Renard, la secrétaire, était sortie déjeuner. Les autres employés regardaient la scène du licenciement comme un divertissement. Personne ne bougeait pour répondre. « Vous n'allez pas répondre ?» demanda Maxime. Sa voix était chargée d'une rage contenue que personne ne remarqua. « Ce téléphone est pour les cadres », répondit de Clercq avec dédain, sans même se retourner pour le regarder. « Pas pour les gens comme vous. Ring, ring, ring. » Carmen pleurait en silence, rangeant ses produits de nettoyage dans une boîte en carton. 12 ans de lever tôt, 12 ans de sacrifice, 12 ans à être invisible pour ces gens qui la mettaient dehors sans pitié. « Maman. » Maxime s'approcha d'elle, mais Carmen secoua la tête. « Ne fais pas de scandale, mon fils, » murmura-t-elle. « N'aggrave pas les choses. Ring, ring, ring. Pour l'amour de Dieu, que quelqu'un réponde à ce maudit téléphone. » Édouard Delacroix apparut soudainement de son bureau, clairement stressé. C'était un homme élégant de 50 ans, mais à ce moment-là, il avait l'air épuisé. « Sophie, où est Sophie ? » « Elle est allée déjeuner, monsieur, » répondit une employée. « Le client le plus important de ma carrière est sur le point d'arriver et personne ne répond au téléphone. » Delacroix passa les mains dans ses cheveux. « Vandermeersch International peut sauver cette entreprise de la faillite et vous êtes là à regarder des licenciements comme si c'était de la télévision. » C'est alors que Maxime fit quelque chose qui changea tout. Il se dirigea vers le téléphone et répondit « Groupe Atlas ». Le silence dans le bureau fut absolu. Tous les yeux se braquèrent sur le jeune homme de 18 ans qui avait osé répondre au téléphone exécutif. « Qu'est-ce que ce gamin est en train de faire ?» rugit de Clercq, mais Delacroix leva la main pour le faire taire. Il y avait quelque chose dans la posture de Maxime, dans la façon assurée avec laquelle il parlait au téléphone, qui attira son attention. « Oui, monsieur Vandermeersch, je comprends votre préoccupation. La réunion est prévue à 15h, mais je dois vous informer de certains changements critiques dans les termes du contrat qui nécessitent une conversation immédiate. Nous devons résoudre cela avant votre arrivée. » Delacroix s'approcha lentement du bureau, son expression passant de la confusion à l'étonnement absolu. « Comment ? Qui êtes-vous ? Vous avez l'air très jeune, mais vous comprenez ces documents mieux que la plupart de mes cadres. Je m'appelle Maxime Dubois, monsieur. Et oui, je suis jeune, mais j'étudie ces contrats depuis des mois. »« Des mois ?» murmura Delacroix, mais assez fort pour que Maxime l'entende. Maxime couvrit le téléphone de sa main et regarda directement le PDG dans les yeux. « Monsieur Delacroix, chaque nuit pendant 1 an, j'ai lu les documents que vous laissiez sur votre bureau. Pendant que ma mère nettoyait, j'étudiais vos contrats, vos projections financières, vos stratégies de négociation. La révélation tomba sur le bureau comme une bombe. Votre mère. » Delacroix regarda Carmen, qui restait paralysée à côté de sa boîte de produits de nettoyage. « Oui, » répondit Maxime, sa voix gagnant en force. « Ma mère est Carmen Dubois, la femme que vous venez de laisser licencier pour une tâche invisible sur un bureau. La femme qui a nettoyé votre bureau pendant 12 ans pendant que je lisais en secret chaque document important de cette entreprise. » Le silence était assourdissant. Vandermeersch attendait toujours en ligne. « Bonjour, vous êtes toujours là ?» Maxime découvrit le téléphone. « Oui, monsieur Vandermeersch.
Je suis là et j'ai une proposition qui fera économiser des millions d'euros à nos deux entreprises. La clause de fusion à la section 8,3 présente une faille juridique qu'aucune des deux entreprises n'a remarquée. Si nous restructurons les modalités de paiement et ajustons la répartition des responsabilités, nous pouvons réduire les coûts opérationnels de 40% et augmenter les marges de profit pour les deux parties de 60%. Il y eut un silence en ligne. Puis, Vandermeersch parla d'une voix incrédule. « Je vous écoute, jeune homme. Ce que vous venez de décrire, mon équipe d'avocats l'a complètement manqué. Comment avez-vous » « Parce que j'ai étudié le droit des sociétés par moi-même pendant 3 ans, l'interrompit Maxime. Pendant que ma mère travaillait pour payer mes études d'ingénieur, je me suis préparé à ce moment sans même le savoir. Delacroix s'effondra sur une chaise, complètement abasourdi. « Maxime, quel âge avez-vous » ?« 18 ans, monsieur. Et ma mère ne mérite pas d'être traitée comme vous l'avez traitée toutes ces années. » Carmen réagit enfin, les larmes coulant sur ses joues. Mais cette fois-ci, ce n'étaient pas des larmes d'humiliation. C'étaient des larmes de pur orgueil, d'étonnement, d'amour maternel qui explosaient dans sa poitrine comme des feux d'artifice. « Monsieur Dubois, continua Vandermeersch depuis Anvers, je suis dans les affaires depuis 30 ans et je n'ai jamais entendu quelqu'un de votre âge analyser un contrat avec un tel niveau de sophistication. Pouvez-vous être à cette réunion dans 2 heures ?» Maxime regarda sa mère, puis De Clercq, qui était devenu complètement muet, puis Delacroix. « Oui, je peux être là, mais j'ai une condition. Dites-la. Ma mère reste avec une augmentation de salaire et des excuses publiques de M. De Clercq. » Les employés qui observaient commencèrent à murmurer entre eux, certains souriant, d'autres clairement choqués par ce qu'ils venaient de voir. Vandermeersch rit depuis Anvers. « Je ne sais pas quel genre de drame familial se passe là-bas. Ce que des avocats formés à l'UC Louvain ont manqué, vous pouvez demander ce que vous voulez. » Marché conclu. Delacroix se leva lentement et marcha vers Carmen devant tout le bureau. Devant tous les employés qui avaient assisté à son humiliation quelques minutes auparavant, il lui tendit la main. « Madame Dubois, dit-il d'une voix claire, me pardonneriez-vous d'avoir été si aveugle pendant toutes ces années ?» Carmen prit sa main avec des doigts tremblants. « Bien sûr, monsieur Delacroix, mais Maxime n'avait pas terminé. Monsieur Vandermeersch, dit-il au téléphone. Y a-t-il autre chose que vous devez savoir avant la réunion? Quelque chose que j'ai découvert dans les dossiers confidentiels qui pourrait changer complètement la structure de ce contrat. Qu'est-ce que c'est? Maxime ouvrit un dossier qui se trouvait sur le bureau de Delacroix. À l'intérieur se trouvaient des documents qu'il avait étudiés pendant des semaines. Mais il y avait aussi quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Une photographie qui lui glaça le sang. C'était sa mère, mais 20 ans plus jeune. Elle était assise dans un bureau élégant, vêtue d'un tailleur, serrant la main d'un jeune homme que Maxime reconnut immédiatement. James Vandermeersch, 20 ans plus jeune, mais définitivement lui. Et au dos de la photographie, de l'écriture de sa mère était écrit « Projet Zénith, cofondateur Carmen Dubois et James Vandermeersch, 1998 ». Maxime leva les yeux vers sa mère, qui avait vu la photographie de là où elle se trouvait. Carmen avait les yeux grands ouverts, son visage pâle comme la mort. « Maman », murmura Maxime, « qui es-tu vraiment ?» La photographie tomba des mains de Maxime comme si elle brûlait. Le son du papier touchant le sol résonna dans le silence absolu qui s'était installé dans le bureau du groupe Atlas. Carmen Dubois. La voix de James Vandermeersch depuis le haut-parleur sonnait brisée, incrédule. « Tu es là ?» Tous les yeux se braquèrent sur Carmen, qui restait immobile à côté de sa boîte de produits de nettoyage, comme une statue de sel. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son ne sortait de sa gorge. « Vous connaissez ?» demanda Édouard Delacroix. Sa voix était à peine un murmure. Maxime ramassa la photographie avec des mains tremblantes. « Maman, j'ai besoin que tu m'expliques ça maintenant. Monsieur Vandermeersch. » Maxime parla au téléphone, sa voix chargée d'une émotion qu'il ne pouvait contrôler. « Il semble que vous connaissiez ma mère depuis longtemps. La connaître ?» Vandermeersch ricana avec amertume depuis Anvers. « Maxime, ta mère et moi avons fondé ensemble l'entreprise qui s'appelle aujourd'hui Vandermeersch International Holdings. Nous étions associés, nous étions tout. » Carmen retrouva enfin sa voix. « James, s'il te plaît. »« Non. » »« Quoi, Carmen ?» Vandermeersch l'interrompit, son ton devenant plus dur. « Ne dis pas la vérité à ton fils. Ne lui dis pas que tu as disparu une nuit avec tous les documents du projet Zénith et que je n'ai plus jamais eu de tes nouvelles. » Le directeur de Clercq, qui était resté en état de choc depuis que Maxime avait démontré ses connaissances,
réagit finalement. Projet Zénith, Monsieur Delacroix, c'est le nom du contrat que nous négocions avec Vandermeersch International. Delacroix s'approcha de Maxime et lui arracha la photographie des mains. Il l'étudia attentivement. Puis il regarda Carmen avec une expression mêlant étonnement et compréhension. « Madame Dubois, dit-il lentement, vous avez développé la technologie que Vandermeersch International veut nous concéder sous licence. » Carmen ferma les yeux, les larmes coulant librement sur ses joues. « J'étais jeune, j'étais brillante, j'étais stupide. Tu n'étais pas stupide. » Vandermeersch hurla depuis le téléphone. « Tu étais un génie. Tes algorithmes d'optimisation énergétique ont révolutionné toute l'industrie. Sais-tu combien de millions d'euros ton travail a généré pendant ces 20 ans ?» Maxime sentit que le monde tournait autour de lui. « Maman, tu as créé quelque chose d'important. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» Carmen ouvrit les yeux et regarda son fils avec un mélange d'amour et de douleur qui brisa le cœur de toutes les personnes présentes. « Parce que je voulais te protéger, mon fils, parce que le monde des affaires est cruel, et moi, j'ai commis des erreurs terribles. » « Quel genre d'erreur ?» demanda Delacroix, essayant clairement de comprendre la situation. « Elle a volé les documents », répondit Vandermeersch avec froideur. Une nuit, Carmen a pris tous les plans, toutes les formules, tous les contrats et a disparu. Elle m'a laissé ruiné, avec des dettes de millions et une entreprise sur le point de faire faillite. « Ce n'est pas vrai », cria Carmen pour la première fois en 12 ans, surprenant tout le monde par la force de sa voix. « James, tu sais que ce n'est pas vrai. » Le silence qui suivit fut tendu, électrique. « Alors, dis-nous la vérité, maman, » dit Maxime, sa voix tremblante entre la rage et le désespoir. « Dis-nous ce qui s'est réellement passé. » Carmen regarda autour du bureau. Tous les employés étaient toujours là, observant comme s'il s'agissait d'un feuilleton. Delacroix avait annulé toutes ses réunions sans s'en rendre compte. Même le personnel de sécurité s'était rapproché pour écouter. « James, » Carmen parla directement au haut-parleur. « Dis-leur pourquoi je suis vraiment parti. Dis-leur ce que tu m'as fait. Carmen, ne fais pas ça, » avertit Vandermeersch. « Dis-leur, » cria-t-elle. Sa voix résonna dans tout le bureau. « Dis-leur que lorsque tu as découvert que j'étais enceinte, tu m'as dit que je devais choisir entre mon bébé et ma carrière. » L'impact de ces mots fut comme une explosion. Maxime chancela, s'accrochant au bureau pour ne pas tomber. « Enceinte ?» murmura-t-il. Carmen se tourna vers lui, son visage trempé de larmes. « Oui, mon fils. Enceinte de toi. Et ton père m'a dit qu'un bébé ruinerait tout, que nous devrions le faire adopter ou que je devrais partir pour toujours. » Vandermeersch garda le silence en ligne. « Alors je suis parti, » continua Carmen, sa voix gagnant en force. « J'ai emporté les documents parce que légalement, ils m'appartenaient autant qu'à lui. J'avais droit à la moitié de tout ce que nous avions créé ensemble. Mais au lieu de me battre, au lieu de réclamer ce qui était à moi, j'ai décidé de disparaître pour t'élever en paix. » Maxime s'effondra sur une chaise. Son monde était complètement brisé. « Vandermeersch International Holdings est partiellement à toi. » Était, corrigea Carmen. « J'ai renoncé à tout pour toi, mon fils. J'ai préféré être invisible. J'ai préféré nettoyer des bureaux. J'ai préféré être humilié tous les jours plutôt que de me battre pour de l'argent pendant que tu avais besoin d'une mère. » Carmen. La voix de Vandermeersch revint enfin, mais elle sonnait maintenant différemment, brisée. « Je ne savais pas quoi. » « Tu ne savais pas quoi ?» l'interrompit Carmen. « Tu ne savais pas que j'ai renoncé à une fortune pour élever notre fils? Tu ne savais pas que pendant 20 ans j'ai travaillé du matin au soir pour payer ses études? Notre fils, » hurla Vandermeersch depuis Anvers. Le silence qui suivit fut absolu. On n'entendait même pas la climatisation. Maxime leva lentement les yeux, regardant sa mère avec des yeux qui semblaient avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. « Vandermeersch est » Il ne put terminer la question. Carmen hocha la tête, les larmes coulant comme des cascades. « James Vandermeersch est ton père, Maxime. » La révélation explosa dans le bureau comme une bombe nucléaire. Les employés commencèrent à murmurer entre eux. Certains se mirent les mains à la bouche, d'autres sortirent leur téléphone pour enregistrer le moment historique qu'ils étaient en train de vivre. Delacroix s'effondra sur sa chaise exécutive, complètement abasourdi. « C'est impossible, Maxime. » Vandermeersch parla depuis Anvers, sa voix tremblante. « Fils, tu es là ?» Maxime regarda le téléphone comme si c'était un serpent venimeux. « Vous avez abandonné ma mère quand vous avez su qu'elle était enceinte. Je ne savais pas qu'elle avait décidé de te garder, » répondit Vandermeersch désespérément. « Je pensais qu'elle avait choisi. Je pensais qu'elle avait décidé de ne pas... » « De ne pas quoi ?» hurla Maxime en se levant avec une fureur qui surprit tout le monde. « Penser que je n'allais pas naître,
Maxime, j'étais jeune, j'étais ambitieux, j'étais un idiot, supplia Vandermeersch. Je pensais qu'un bébé ruinerait nos rêves professionnels. Vos rêves, corrigea Carmen d'une voix froide. Les miens ne vous ont jamais importé. Maxime marcha vers la grande fenêtre qui donnait sur la ville. En bas, des milliers de personnes marchaient dans les rues, vivant leur vie normale, sans savoir que, au 18 étage de cet immeuble, un drame se déroulait qui allait changer plusieurs vies pour toujours. « Monsieur Vandermeersch », dit Maxime sans se retourner, « vous avez appelé aujourd'hui pour sauver un contrat de plusieurs millions. » « Oui, mais maintenant ça n'a plus d'importance, Maxime. Maintenant, la seule chose qui compte est que… » « Non », l'interrompit Maxime en se tournant vers le téléphone. « Le contrat importe parce que maintenant je comprends exactement ce qui se passe. » Delacroix se pencha en avant. « Que voulez-vous dire ?» Maxime prit le dossier du projet Zénith qui se trouvait sur le bureau. « L'algorithme que Vandermeersch International veut concéder sous licence via le groupe Atlas est le travail de ma mère d'il y a 20 ans. »« Exact », confirma Vandermeersch. Mais ma mère n'a jamais signé aucun document cédant ses droits sur cette technologie, continua Maxime, sa voix devenant plus froide et calculatrice. Ainsi, légalement, Vandermeersch International a gagné des millions d'euros pendant 2 décennies avec une technologie qui ne leur appartient pas complètement. Le silence fut total. Maxime, il a raison, murmura Delacroix en révisant frénétiquement des documents. Si Carmen Dubois a été cofondatrice et n'a jamais formellement cédé ses droits, mon Dieu, cela pourrait être l'affaire juridique la plus importante du siècle. Maxime s'approcha du téléphone. Sa voix était maintenant complètement contrôlée, froide comme la glace. « Monsieur Vandermeersch, papa, j'ai une nouvelle proposition pour vous. »« Je vous écoute », répondit Vandermeersch d'une voix tremblante. « Ma mère va poursuivre Vandermeersch International Holdings pour 20 ans de redevances impayées. Selon mes calculs, en tenant compte des intérêts et des dommages, nous parlons d'environ 500 millions d'euros. » Les employés qui continuaient d'observer la scène restèrent bouche bée. Delacroix s'accrocha au bureau pour ne pas tomber. « Maxime, tu ne peux pas, » commença Vandermeersch. « Ou quoi » l'interrompit Maxime. « Vous allez m'abandonner de nouveau ? La différence est que maintenant je sais exactement qui je suis et ce que je vaux, et ma mère le sait aussi. » Carmen regardait son fils avec un mélange d'orgueil et de terreur. « Mon fils, tu n'as pas à faire ça pour moi. » Maxime s'approcha d'elle et lui prit les mains. Ses mains qui avaient nettoyé des bureaux pendant 12 ans pour payer ses études. « Maman, pendant 20 ans, tu as été invisible pour le monde. Il est temps que le monde te voie. » Il se tourna vers Delacroix. « Monsieur Delacroix, voulez-vous faire partie de la solution ou du problème ?» Delacroix le regarda avec un mélange d'admiration et de terreur. « Que proposez-vous ? Simple. Le groupe Atlas va représenter légalement ma mère dans le procès contre Vandermeersch International. En échange, quand nous gagnerons, ma mère deviendra associée minoritaire de cette entreprise et moi, je deviendrai son vice-président du développement technologique. Maxime, cria Vandermeersch de Paus Anvers. Tu ne peux pas détruire tout ce que j'ai construit. Maxime sourit pour la première fois de la journée. Mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire froid de quelqu'un qui venait de découvrir son véritable pouvoir. « Papa », dit-il le mot comme s'il était du poison, « vous avez détruit notre famille il y a 20 ans. Maintenant, c'est mon tour de construire quelque chose de nouveau. » Et alors, à la surprise de tous, y compris lui-même, Maxime raccrocha le téléphone. Le silence qui suivit fut assourdissant jusqu'à ce que Carmen commence à rire. Ce n'était pas un rire hystérique, c'était un rire libérateur. Le rire de quelqu'un qui, après 20 ans d'humiliation, avait enfin retrouvé sa dignité. « Mon fils, » dit-elle entre rire et larmes, « je crois que tu viens de déclarer la guerre. » Maxime l'embrassa, sentant pour la première fois de sa vie qu'il avait le pouvoir de changer non seulement son destin, mais aussi celui de sa mère. « Maman, » murmura-t-il à son oreille, « la guerre a déjà commencé. Maintenant, nous allons la gagner. » Mais ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que James Vandermeersch avait déjà raccroché son téléphone à Anvers et composait un autre numéro. Un numéro que Maxime n'aurait jamais imaginé. Et la personne qui répondit à cet appel avait le pouvoir de changer tout le jeu une fois de plus. Le téléphone du bureau sonna de nouveau exactement 3 minutes après que Maxime ait raccroché. Cette fois, personne ne bougea pour répondre. Le son résonna comme un avertissement dans le silence tendu qui flottait dans l'air du groupe Atlas. Ring, ring, ring. Maxime regarda sa mère, qui tremblait encore dans ses bras. Carmen avait cessé de pleurer, mais ses yeux restaient brillants d'un mélange de terreur et d'espoir qui brisait le cœur. « Ne réponds pas », murmura Carmen. « James, quand il est en colère,
Il est dangereux. Mais Delacroix avait déjà pris le combiné. Vandermeersch? Non, monsieur Delacroix. La voix qui sortit du haut-parleur était féminine, jeune, avec un accent raffiné. C'est Hélène Delacroix, votre fille. Édouard pâlit instantanément. Hélène, qu'est-ce que tu fais à appeler au bureau? Comment as-tu eu ce numéro? Papa, j'ai besoin que tu écoutes très attentivement ce que je vais te dire. Hélène continua, ignorant ses questions. Je suis ici à Anvers, dans le bureau de James Vandermeersch, et il vient de me raconter une histoire très intéressante sur une certaine Carmen Dubois et son fils Maxime. Carmen porta les mains à sa bouche, ses yeux s'emplissant d'horreur. Non, non, non. Hélène, qu'est-ce que tu fais à Anvers? Rugit Delacroix, mais sa voix tremblait plus de peur que de rage. Papa, assieds-toi. Ça va être difficile à entendre. Tous les employés qui avaient observé la scène se rapprochèrent. C'était comme un aimant invisible qui les attirait vers le drame qui se déroulait sous leurs yeux. Il y a 6 mois, commença Hélène, sa voix claire et calculatrice. Quand le groupe Atlas a commencé à avoir des problèmes financiers, tu m'as dit que tu avais trouvé un investisseur miraculeux qui pourrait nous sauver. James Vandermeersch, de Vandermeersch International Holdings. Oui, et Dieu merci pour ça, répondit Delacroix. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui ne sonnait pas convaincant. Ce que tu ne m'as pas dit, papa, c'est que Vandermeersch ne voulait pas investir en nous. Il voulait acheter l'entreprise entière et tu lui as promis de la lui vendre en secret, sans consulter les autres associés, sans me consulter. Maxime sentit que son sang se glaçait. Monsieur Delacroix. Édouard évita le regard de Maxime. Hélène, c'est une conversation privée entre Vandermeersch et moi. Une conversation qui incluait la vente des emplois de centaines de familles. L'interrompit Hélène, sa voix montant en volume. Papa, Vandermeersch m'a montré tous les documents. Tu allais fermer le groupe Atlas la semaine prochaine et licencier tous les employés. Les murmures des travailleurs se transformèrent en cris d'indignation. Robert de Clercq, qui était resté silencieux depuis son humiliation publique, s'approcha du bureau, le visage rouge de fureur. « Monsieur Delacroix, est-ce vrai ?» demanda de Clercq. « Hélène, ce n'est ni le moment ni l'endroit. » Delacroix tenta de contrôler la situation. « Il n'y a ni moment ni endroit quand il s'agit de détruire des vies », cria Maxime, sentant une rage qu'il ne savait pas qu'il pouvait avoir en lui. « Vous saviez que nous allions perdre nos emplois, et pourtant vous avez permis que ma mère soit humiliée. » Carmen s'écarta des bras de Maxime, marchant lentement vers Delacroix. Quand elle parla, sa voix était si froide que tout le monde dans la pièce frissonna. « Édouard, » dit-elle, en utilisant son prénom pour la première fois en 12 ans. « Tu savais que Vandermeersch était le père de Maxime quand vous avez planifié cette vente ?» Il la regarda comme un animal acculé. « Carmen, je... » « Réponds !» cria Carmen avec une force qui fit vibrer les vitres des fenêtres. « Réponds si tu savais que l'homme qui allait acheter cette entreprise était le même qui m'a abandonnée enceinte il y a 20 ans. » Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre les battements de cœur. « Oui » murmura finalement Delacroix. « Oui, je le savais. » La confession tomba sur le bureau comme une bombe atomique. Les employés commencèrent à crier, certains pleurant, d'autres jurant. Carmen chancela comme si elle avait reçu un coup physique. « Papa » Hélène continua depuis Anvers, sa voix maintenant chargée de douleur. « Vandermeersch m'a dit que tu connaissais toute l'histoire, que lorsque lui t'a proposé d'acheter l'entreprise, tu lui as dit que ce serait amusant d'avoir Carmen travaillant pour lui sans qu'elle sache qui était vraiment son patron. » Maxime sentit que quelque chose en lui se brisait. Ce n'était pas seulement de la rage, c'était quelque chose de plus profond, de plus primitif. C'était la douleur de voir sa mère trahie, non pas une, mais 2 fois par les mêmes hommes qui avaient le pouvoir de la protéger. « Amusant » répéta Maxime, sa voix à peine un murmure mortel. Il a trouvé amusant de voir ma mère s'humilier tous les jours devant l'homme qui l'a abandonnée. Delacroix recula, mais Maxime s'avança vers lui. « Vous avez transformé la vie de ma mère en une blague cruelle. Pendant des mois, vous saviez exactement ce que vous faisiez. Maxime, tu dois comprendre que les affaires nécessitent parfois. » « Les affaires » rugit Maxime en frappant le bureau avec une telle force que tous les documents sautèrent. Ce n'était pas des affaires, c'était de la torture. Carmen s'approcha lentement de son fils, posant une main tremblante sur son bras. Quand elle parla, sa voix était pleine d'une dignité qui avait été cachée pendant 20 ans. « Messieurs, » dit-elle en s'adressant à tous les employés qui continuaient d'observer. « Pendant 12 ans, vous m'avez vu nettoyer ces bureaux. Vous m'avez vu être invisible. Vous m'avez vu subir des humiliations. Vous m'avez vu être moins qu'humaine pour certains d'entre vous. » Les employés baissèrent la tête, certains avec des larmes aux yeux. « Mais ce que vous ne saviez pas,
continua Carmen, sa voix gagnant en puissance à chaque mot, c'est que chaque produit chimique que j'ai utilisé pour nettoyer ces bureaux, chaque formule que j'ai appliquée pour maintenir cet endroit impeccable, chaque processus que j'ai perfectionné pour mieux faire mon travail, est un savoir que j'ai acquis quand j'étais l'une des chimistes industrielles les plus brillantes de ma génération. Les yeux de tous s'écarquillèrent. Chaque nuit, pendant que Maxime étudiait au bureau de réception, je ne nettoyais pas seulement, j'analysais, j'observais, je comprenais exactement comment fonctionnait chaque processus dans cette entreprise, parce que mon cerveau n'a jamais cessé d'être le cerveau de la scientifique que j'étais. Hélène continua depuis Anvers comme si elle avait attendu ce moment. Carmen Vandermeersch m'a montré vos brevets originaux. Vous n'avez pas seulement développé l'algorithme d'optimisation énergétique, vous avez développé 17 processus différents qui ont révolutionné 3 industries complètes. Carmen sourit pour la première fois de la journée, mais c'était un sourire plein de pouvoir, pas de joie. Et tous ces processus sont toujours légalement miens, parce que je n'ai jamais cédé mes droits. Je n'ai jamais signé aucun document de transfert. Que dites-vous? Demanda Delacroix, bien que son expression suggérât qu'il connaissait déjà la réponse. Maxime prit la main de sa mère, sentant pour la première fois la véritable force qui avait été cachée sous des années d'humiliation feinte. Elle dit, répondit Maxime, que Vandermeersch International Holdings est, par extension, vous, monsieur Delacroix, utilisez illégalement une technologie brevetée depuis 2 décennies. Mais il y a aussi autre chose, ajouta Hélène depuis Anvers. Carmen Vandermeersch a tous les documents originaux du projet Zénith. Et d'après ce que j'ai pu vérifier avec les avocats qui sont ici, vous n'avez pas seulement droit à des redevances, vous avez droit à la pleine propriété de Vandermeersch International Holdings. Cette révélation fut comme un tremblement de terre. Même les employés qui avaient murmuré restèrent dans un silence absolu. « Pleine propriété » murmura Carmen. « Oui » confirma Hélène. Vandermeersch n'a jamais enregistré légalement l'entreprise sous son nom exclusif. Tous les documents de constitution montrent toujours Carmen Dubois comme cofondatrice avec des droits égaux. Légalement, Vandermeersch gère votre entreprise depuis 20 ans sans votre consentement. Carmen s'effondra sur une chaise, accablée par l'ampleur de ce qu'elle venait d'entendre. Cela signifie, calcula rapidement Maxime, que ma mère n'est pas seulement propriétaire de la moitié de Vandermeersch International Holdings, mais qu'en plus, Vandermeersch lui doit 20 ans de salaire de cadre impayé. Correct, confirma Hélène. Nous parlons d'environ 800 millions d'euros. Le chiffre résonna dans le bureau comme une sentence. 800 millions d'euros. Carmen Dubois, la femme qui avait nettoyé des bureaux à l'heure, était techniquement l'une des femmes les plus riches du pays. Mais il y a un problème, continua Hélène, et sa voix devint plus sérieuse. Vandermeersch ne cédera rien sans se battre, et il a les ressources pour que cette bataille juridique dure des décennies. Maxime regarda sa mère qui était toujours sous le choc, puis Delacroix, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. « Que proposez-vous » demanda Maxime. « Vandermeersch veut faire un marché. Il reconnaîtra les droits de Carmen sur 50% de l'entreprise. Mais en échange, Carmen doit signer un document renonçant à toute réclamation pour dommages ou salaires arriérés. « Combien d'argent cela ferait-il » demanda Carmen d'une voix tremblante. « 400 millions, répondit Hélène. Immédiat. Virement bancaire aujourd'hui même. Carmen regarda Maxime avec des yeux qui semblaient perdus. « Mon fils, que faisons-nous » Mais avant que Maxime ne puisse répondre, Robert de Clercq s'approcha du microphone du téléphone. « Hélène, ici Robert de Clercq, directeur des opérations, » dit-il d'une voix tremblante. « Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il des employés du groupe Atlas si votre père vend l'entreprise » Hélène soupira audiblement. « Monsieur de Clercq, Vandermeersch prévoit de fermer complètement le groupe Atlas. Vous perdrez tous vos emplois la semaine prochaine. » Des cris de désespoir remplirent le bureau. Des employés qui avaient des familles, des hypothèques, des enfants à l'université, étaient soudain confrontés au chômage immédiat. Maxime regarda autour de lui, voyant la terreur sur les visages de personnes qui avaient été témoins de sa transformation de fils invisible de la femme de ménage à héritier d'une fortune multinationale. Et c'est à ce moment-là que Maxime Dubois prit la décision qui changerait non seulement sa vie et celle de sa mère, mais celle de chaque personne dans cette pièce. « Hélène, dit-il d'une voix étrangement calme, dis à Vandermeersch que ma mère accepte l'accord, mais avec une condition supplémentaire. »« Laquelle » demanda Hélène. Maxime regarda directement Édouard Delacroix, puis Robert de Clercq, puis chacun des employés qui avaient humilié sa mère pendant des années
et qui dépendait maintenant des décisions qu'il était sur le point de prendre. Ma mère va acheter le groupe Atlas immédiatement avec sa part de Vandermeersch International Holdings. Carmen le regarda avec de grands yeux. Maxime. Et quand elle en sera la propriétaire, continua Maxime, je serai le nouveau PDG et ma première décision exécutive sera très simple. Le silence dans le bureau était si complet qu'on pouvait entendre le trafic de la rue de la Loi, 18 étages plus bas. Monsieur de Clercq. Maxime s'adressa directement à l'homme qui avait humilié sa mère quelques heures plus tôt. Vous êtes renvoyé, à effet immédiat. La sécurité vous raccompagnera à la sortie. De Clercq pâlit. Maxime, je ne faisais qu'obéir aux ordres. Les mêmes ordres que vous avez suivis lorsque vous avez décidé d'humilier publiquement ma mère, répondit Maxime, avec une froideur qui fit frissonner plusieurs employés. Et monsieur Delacroix, vous êtes également renvoyé pour trahison, pour conspiration, et pour avoir transformé la souffrance de ma famille en votre divertissement personnel. Delacroix se leva tremblant. Maxime, tu ne peux pas faire ça, je l'ai déjà fait, répondit Maxime. La sécurité monte en ce moment même, et effectivement, comme si Maxime avait tout planifié avec une précision militaire, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et 3 gardes de sécurité entrèrent dans le bureau, escortés monsieur Delacroix et monsieur de Clercq hors du bâtiment. Maxime ordonna avec une autorité que personne ne remit en question. Tandis que les 2 hommes qui avaient contrôlé la vie de Carmen pendant des années étaient escortés vers la sortie comme des criminels, Carmen se leva lentement. « Hélène, dit-elle vers le téléphone, dis à Vandermeersch que j'accepte l'accord, mais je veux tous les documents signés avant minuit. »« Carmen, répondit Hélène, il y a autre chose que vous devez savoir. Vandermeersch n'est pas seul à Anvers. Il a amené ses avocats, mais il a aussi amené quelqu'un d'autre, quelqu'un qui dit très bien vous connaître. » Carmen fronça les sourcils. « Qui ? » ?»« Votre sœur Patricia Dubois. » Le monde de Carmen s'arrêta complètement. « C'est impossible, murmura-t-elle. Patricia est morte dans un accident il y a 15 ans. Non, Carmen. Patricia a travaillé pour Vandermeersch tout ce temps. C'est elle qui lui a dit « Où vous trouvez ?» La révélation finale frappa Carmen comme un tsunami. Elle chancela et Maxime la retint juste avant qu'elle ne tombe. Mais ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que Patricia Dubois n'était pas venue seule à Anvers, et la personne qui l'accompagnait avait des informations qui pourraient détruire tout ce que Maxime venait de construire en 30 minutes. Carmen Dubois s'effondra complètement dans les bras de Maxime. Ce n'était pas un évanouissement. C'était pire. C'était l'effondrement total d'une femme qui venait de découvrir que les 15 dernières années de deuil pour sa sœur avaient été un cruel mensonge. « Patricia est vivante », murmura Carmen, sa voix brisée comme du verre. « Patricia a été vivante tout ce temps. »« Oui », répondit Hélène depuis Anvers avec une douceur qui contrastait brutalement avec l'information qu'elle révélait. « Carmen, Patricia est ici avec moi. Vandermeersch dit qu'elle l'a aidé à vous localiser pendant des années. Elle veut vous parler. » Maxime sentit que sa mère tremblait de façon incontrôlable dans ses bras. Les employés qui étaient encore dans le bureau étaient restés complètement muets, témoins d'un drame familial qui dépassait toutes les séries télévisées qu'ils avaient pu voir. « Non », réussit à dire Carmen, retrouvant des forces quelque part au fond de son âme. « Je ne veux pas lui parler. Pas maintenant. Carmen. » Une nouvelle voix sortit du haut-parleur. Une voix féminine, plus âgée, avec le même accent que Carmen, mais endurcie par des années de secret. « Ma sœur, je sais que tu es en colère, mais tu as besoin d'entendre la vérité. » L'impact d'entendre la voix de Patricia après 15 ans fut comme une décharge électrique. Carmen se redressa brusquement, ses yeux s'emplissant d'un mélange d'amour, de trahison et de fureur que Maxime n'avait jamais vu auparavant. « La vérité ?» Carmen rit, mais c'était un rire amer, plein de douleur. « Patricia, quelle vérité ? La vérité que tu as simulé ta mort, la vérité que tu m'as laissé pleurer sur ta tombe vide pendant 15 ans. Carmen, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors dis-le-moi, cria Carmen, avec une telle force que les fenêtres semblèrent vibrer. Dis-moi comment ça s'est passé. Dis-moi pourquoi ta sœur, la seule famille qui me restait après que Vandermeersch m'ait abandonné, a décidé de disparaître et de me laisser complètement seul. Maxime observait sa mère avec un mélange d'admiration et de terreur. Cette femme forte, cette guerrière qui émergeait d'années de silence forcé, était quelqu'un qu'il n'avait jamais connu. Patricia garda le silence pendant de longues secondes avant de répondre. « Parce que Vandermeersch m'a offert quelque chose que tu n'aurais jamais pu me donner. »« Quoi ?» demanda Carmen, bien que son ton suggéra qu'elle craignait la réponse. « La vengeance ?» répondit Patricia avec froideur. « La vengeance contre la sœur qui a toujours été plus intelligente,
La vengeance contre Carmen Dubois, le génie qui pouvait tout avoir pendant que je pouvais à peine garder un emploi. Le silence qui suivit fut si profond que Maxime pouvait entendre les battements de son propre cœur. « Patricia, Carmen, murmura-t-il. Je n'ai jamais su que tu te sentais ainsi. »« Bien sûr que non, continua Patricia, sa voix devenant plus cruelle. Tu étais trop occupée à être parfaite, trop occupée à construire des empires commerciaux avec ton petit ami millionnaire pour remarquer que ta sœur aînée se noyait dans les dettes et les échecs. » Maxime sentit une rage croissante envers cette femme qu'il ne connaissait pas, mais qui brisait sa mère sous ses yeux. « Madame, vous n'avez pas le droit. »« Je n'ai pas le droit ?» l'interrompit Patricia. « Jeune homme, j'ai tous les droits du monde parce que pendant 15 ans, j'ai recueilli des informations sur ta mère qui pourraient détruire tout ce que tu viens de gagner. » Carmen leva brusquement les yeux. « Quelles informations, Vandermeersch ?» Patricia appela. « Montre-lui les documents. » La voix de James Vandermeersch revint au téléphone, mais elle sonnait maintenant différemment, plus calculatrice, plus froide. « Carmen, Patricia m'a apporté quelque chose de très intéressant il y a 15 ans. Quelque chose que tu pensais avoir détruit pour toujours. »« De quoi parlez-vous » demanda Carmen, mais il y avait de la terreur dans sa voix. « Les vrais documents du projet Zénith » répondit Vandermeersch. « Pas les copies que tu as emportées quand tu as disparu, les originaux, les documents qui montrent que 80% du travail a été développé par mon équipe, pas par toi. » Maxime sentit que son monde commençait à vaciller de nouveau. « Que dit-elle » Hélène intervint, sa voix pleine de douleur pour ce qu'elle était sur le point de révéler. « Maxime, les documents que Patricia a remis à Vandermeersch il y a 15 ans prouvent que Carmen n'a contribué qu'à 20% du développement du projet Zénith. C'est un mensonge, » cria Carmen en se levant avec une fureur renouvelée. « Patricia, tu sais que c'est un mensonge. Tu étais là. Tu as vu comment j'ai travaillé jour et nuit pendant 2 ans. J'étais là, » confirma Patricia. « Et c'est pourquoi je sais exactement combien de travail tu as fait et combien de travail tu as fait semblant de faire. Carmen, tu as toujours été brillante pour t'approprier le travail des autres. » Les employés du groupe Atlas observaient l'échange comme s'ils regardaient un film d'horreur. Certains avaient commencé à filmer discrètement avec leur téléphone. Maxime regarda sa mère, cherchant dans ses yeux un signe que c'était un cruel mensonge de Patricia, mais ce qu'il vit l'effraya. Il y avait du doute dans les yeux de Carmen. Il y avait de la culpabilité. « Maman », Maxime murmura, « dis-moi que ce n'est pas vrai. » Carmen le regarda avec des larmes coulant sur ses joues. « Maxime, les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles le semblent. »« Que signifie cela ?» demanda Maxime, sentant que quelque chose de fondamental se brisait en lui. « Cela signifie, » l'interrompit Vandermeersch depuis Anvers, « que ta mère n'est pas l'héroïne que tu penses qu'elle est. » Carmen était spécialisée dans la prise d'idées d'autres chercheurs, les modifiant légèrement et les présentant comme les siennes. « Ce n'est pas vrai !» cria Carmen, mais sa voix ne sonnait pas aussi convaincante qu'avant. « Non. » Patricia rit cruellement. « Veux-tu que je raconte à ton fils l'histoire du docteur Fernand Leroy, le chercheur dont tu as volé le travail pour créer tes célèbres algorithmes d'optimisation énergétique ?» Maxime sentit que le sol disparaissait sous ses pieds. « Maman. » Carmen ferma les yeux, les larmes coulant librement. « Le docteur Leroy était mon mentor à l'université. Il avait développé les bases théoriques des algorithmes, mais ne savait pas comment les appliquer commercialement. « Et vous l'avez fait pour lui ?» demanda Maxime avec un espoir désespéré. Carmen ouvrit les yeux et regarda son fils avec une tristesse infinie. « Non, mon fils. J'ai pris son travail et je l'ai enregistré sous mon nom pendant qu'il était en congé de maladie. Quand il est revenu, il était déjà trop tard. Les brevets étaient à moi. » Le monde de Maxime s'effondra complètement. La femme qu'il avait admirée toute sa vie, la mère qui avait tout sacrifié pour lui, venait d'avouer qu'elle avait construit sa carrière en volant le travail des autres. « Mais il y a plus, » continua Patricia, implacable. « Veux-tu savoir pourquoi Vandermeersch t'a réellement abandonné, Carmen ? Ce n'était pas parce que tu étais enceinte, c'était parce qu'il avait découvert que tu avais volé des recherches dans 3 universités différentes et que tu les avais vendues comme les tiennes. » Carmen s'effondra sur sa chaise, complètement vaincue. « Patricia, s'il te plaît, non, non » l'interrompit Maxime, sa voix étrangement calme. « Continuez, je veux tout entendre. » Patricia semblait apprécier chaque mot qui sortait de sa bouche. « Ta mère, Maxime, n'était pas un génie. C'était une voleuse très intelligente. Et quand Vandermeersch l'a appris, il lui a dit qu'elle devait choisir, avouer publiquement ou disparaître pour toujours. Alors elle a choisi de disparaître, conclut Maxime,
sentant comment chaque pièce du puzzle de sa vie se réarrangeait en une image complètement différente. Exact. Mais elle a emporté tous les documents originaux, y compris les preuves de sa fraude, pour s'assurer que Vandermeersch ne pourrait jamais la démasquer. Maxime regarda sa mère, qui avait caché son visage entre ses mains. « Maman, est-ce pour ça que tu nettoyais vraiment des bureaux? Ce n'était pas un sacrifice, c'était une pénitence. » Carmen leva les yeux, et Maxime vit dans ses yeux 20 ans de culpabilité, de honte et de regret sincère. Au début, oui, j'ai pensé que si je me punissais assez, si je me rendais invisible assez, d'une certaine manière je pourrais expier ce que j'avais fait. Et après, demanda Maxime. Carmen le regarda avec un amour pur, sans les couches de secrets et de mensonges qui avaient enveloppé leur relation pendant des années. Après, je t'ai eu, et alors, ma punition est devenue mon but. Chaque jour que je travaillais, chaque humiliation que je supportais, était pour te donner une vie meilleure que celle que je méritais d'avoir. Maxime sentit une étrange paix descendre sur lui. C'était comme s'il pouvait enfin voir sa mère comme un être humain complet, non pas comme une sainte ni comme une méchante, mais comme une personne qui avait commis des erreurs terribles et avait passé 20 ans à essayer de les réparer. « Patricia, » dit Maxime vers le téléphone, « que voulez-vous exactement? Je veux que Carmen renonce à toute réclamation sur Vandermeersch International Holdings. » Patricia répondit, « Je veux qu'elle admette publiquement que sa contribution au projet Zénith a été minime et je veux qu'elle me paie les 15 ans de salaire que j'ai perdus quand j'ai dû simuler ma mort pour échapper au scandale qu'elle avait causé. »« Ah, et si elle ne le fait pas ?» demanda Maxime. « Alors je publie tous les documents. La carrière de Carmen sera détruite, ta réputation aussi, et Vandermeersch International Holdings poursuivra pour fraude. Carmen pourrait aller en prison. » Maxime regarda autour du bureau. Les employés étaient toujours là, maintenant complètement silencieux, témoins de la désintégration de l'histoire héroïque qu'ils avaient vue quelques heures auparavant. « Combien d'argent ?» demanda finalement Maxime. « 50 millions d'euros, » répondit Patricia sans hésitation. « Immédiat. » Maxime calcula rapidement. Si sa mère renonçait à ses droits sur Vandermeersch International Holdings, il perdrait 400 millions. Si elle ne le faisait pas, il perdrait tout et Carmen irait peu, être en prison. Mais alors Maxime se rappela quelque chose qu'il avait appris pendant toutes ces années, à étudier des contrats sur le bureau de Delacroix. « Patricia, » dit-il avec un sourire qui surprit tout le monde, « j'ai une contre-proposition. »« Laquelle ?» demanda Patricia avec méfiance. Maxime marcha vers l'armoire où Delacroix gardait les documents les plus confidentiels. Il savait exactement ce qu'il cherchait. Le délai de prescription pour la fraude académique dans l'État où ma mère a commis ses crimes est de 15 ans, annonça Maxime en sortant un livre de loi de l'armoire. Et selon mes calculs, cela fait exactement 15 ans et 2 mois que ma mère a enregistré les derniers brevets sous son nom. Le silence des deux côtés du téléphone fut absolu. Ce qui signifie, continua Maxime, que légalement ils ne peuvent plus poursuivre ma mère pour ses crimes. Le temps est écoulé. Carmen le regarda avec un étonnement absolu. « Maxime !» « Et plus importante encore, » ajouta Maxime, « selon les lois sur la propriété intellectuelle qui ont changé au cours des 20 dernières années, tout travail dérivé d'une recherche antérieure devient la propriété légitime du développeur après 20 ans d'utilisation commerciale réussie. » Vandermeersch parla enfin, sa voix tremblante. « Que dis-tu » Maxime sourit, et pour la première fois de sa vie, il se sentit comme le génie qu'il avait hérité de sa mère. « Je dis que ma mère a être commencée comme une voleuse, mais 20 ans de développement et d'amélioration continue l'ont transformée en la propriétaire légitime de cette technologie. » Et alors Maxime joua sa dernière carte. « Et Patricia, chère tante, le fait que vous ayez caché des preuves pendant 15 ans fait de vous une complice après les faits, ce qui, selon la loi fédérale, est un crime qui n'a pas encore prescrit. » La ligne téléphonique resta complètement silencieuse. Maxime regarda sa mère avec un mélange d'amour, de déception et de respect renouvelé. « Maman, tu as commis des erreurs terribles, mais tu as passé 20 ans à les payer, et je vais m'assurer que tu obtiennes le pardon que tu mérites. » Le silence qui suivit la révélation légale de Maxime dura exactement 47 secondes. 47 secondes pendant lesquelles le destin de 3 familles, d'une entreprise multinationale et de centaines d'emplois était suspendu dans l'air comme une épée de cristal. Quand Patricia parla enfin, sa voix avait perdu toute sa cruauté antérieure. Elle sonnait maintenant comme ce qu'elle était vraiment. Une femme âgée, fatiguée, qui avait porté 15 ans de haine et réalisait enfin qu'elle avait été manipulée. « Maxime, dit-elle doucement, tu connais vraiment bien les lois. » Maxime regarda sa mère,
qui l'observait avec un mélange d'orgueil et de terreur. Tante Patricia, pendant 4 ans, j'ai étudié non seulement l'ingénierie, mais aussi le droit des sociétés. Chaque nuit, pendant que maman nettoyait, j'étudiais des affaires juridiques, des précédents judiciaires, des statuts de limitation. Je me suis préparé à ce jour sans même le savoir. « Quel jour ?» demanda Carmen, confuse. Maxime s'approcha d'elle, prenant ses mains abîmées par des années de nettoyage. « Le jour où je devrais te défendre, maman. Au fond de mon cœur, j'ai toujours su qu'il y avait des secrets. J'ai toujours su qu'une femme aussi intelligente que toi ne nettoierait pas des bureaux à moins de cacher quelque chose. » Les employés du groupe Atlas s'étaient rapprochés, formant un cercle autour de Maxime et Carmen. Ils n'étaient plus de simples observateurs, ils étaient devenus les témoins de quelque chose qui, ils le savaient, changerait leur vie. Mais Maxime, Hélène intervint depuis Anvers. Bien que les crimes soient prescrits, cela ne signifie pas que Carmen a droit à la propriété de Vandermeersch International Holdings. Maxime sourit, et cette fois, c'était un sourire plein d'une confiance qui surprit même sa mère. « Hélène, as-tu accès aux archives légales de Vandermeersch International en ce moment ?»« Oui. Pourquoi ?» ?»« Cherche le dossier marqué Constitution originale. Projet Zénith 1998. Spécifiquement, cherche la page où se trouvent les signatures des cofondateurs. » Il y eut un bruit de papier qui bougeait, des clics d'ordinateur, et puis Hélène cria d'étonnement. « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Vandermeersch. Hélène continua. Sa voix était pleine d'incrédulité. « Papa, Vandermeersch, n'a jamais signé comme seul propriétaire de l'entreprise. Tous les documents de constitution montrent Carmen Dubois comme propriétaire de 51%. L'impact de cette révélation fut comme un tremblement de terre. Carmen porta les mains à sa bouche. Vandermeersch commença à crier en néerlandais et Patricia resta complètement muette. 51%, murmura Carmen, mais je pensais que c'était 50 sur 50. Maxime révisa rapidement les documents qu'il avait trouvés dans les archives de Delacroix. Maman, selon ses contrats, Vandermeersch t'a cédé 1% supplémentaire quand il a appris ta grossesse. Il est dit ici que c'était sa façon de s'assurer que le bébé aurait une participation majoritaire dans l'entreprise s'il lui arrivait quelque chose. Vandermeersch parla enfin, sa voix brisée. J'avais oublié ce détail. C'était une décision émotionnelle. Je pensais que Carmen avait décidé. Je pensais que ça n'avait plus d'importance. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Carmen, bien que son expression suggéra qu'elle commençait à comprendre. Maxime la regarda avec des larmes aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de pure justice, de vindication divine. Cela signifie que tu n'es pas la copropriétaire de Vandermeersch International Holdings, maman. Tu es la propriétaire majoritaire. Tu es la patronne. Les employés du groupe Atlas commencèrent à applaudir. Ce fut un applaudissement spontané, plein d'émotions sincères pour la femme qui avait nettoyé leur bureau pendant des années et qui devenait maintenant l'une des dirigeantes les plus puissantes du pays. Mais Carmen ne célébrait pas. Elle s'était levée et marchait vers la fenêtre, regardant la ville comme si elle la voyait pour la première fois. « Patricia, dit-elle finalement, pourquoi as-tu vraiment fait ça? Cela ne peut pas être seulement par jalousie. » Patricia garda le silence pendant de longs moments avant de répondre, et quand elle le fit, sa voix était pleine d'une douleur qui avait été cachée pendant des décennies. « Parce que quand maman et papa sont morts dans cet accident, tu as tout hérité. La maison, les économies, les assurances-vie, tout. Et moi, je n'ai rien hérité parce que j'avais été une déception toute ma vie. » Carmen se retourna brusquement. « Patricia, tu as renoncé à ton héritage. Tu as dit que tu ne voulais rien avoir à faire avec la famille après l'enterrement. Parce que j'avais 18 ans et j'étais une idiote, » cria Patricia, sa contenance se brisant enfin. « Et tu ne m'as jamais cherché. Tu n'as jamais essayé de me convaincre de revenir. » Maxime observa cet échange entre sœurs avec une compréhension qui allait au-delà de ses années. C'était la douleur d'une famille brisée, multipliée par des décennies de malentendus et d'orgueil blessé. « Patricia, » dit Carmen doucement, « je t'ai cherché pendant 5 ans. Je t'ai cherché. J'ai engagé des détectives privés. J'ai mis des annonces dans les journaux. J'ai appelé tous les hôpitaux et refuges de 3 provinces. »« Quoi ?» murmura Patricia. Carmen revint au téléphone. Sa voix était maintenant pleine d'une tendresse que Maxime avait rarement entendue. « Ma sœur, j'ai arrêté de te chercher seulement quand Vandermeersch m'a dit que tu étais morte dans un accident de voiture dans la province du Luxembourg. Il m'a montré un rapport de police, un certificat de décès, des photos de l'accident. Le silence qui suivit fut si profond que Maxime put entendre sa propre respiration. « Il t'a menti ?» demanda Patricia d'une voix brisée.
Patricia Vandermeersch parla enfin et pour la première fois depuis le début de cette conversation, sa voix sembla honteuse. « J'avais besoin de ton aide pour trouver Carmen, et la seule façon d'obtenir ta coopération était de te convaincre qu'elle ne t'avait pas cherché après ta disparition. J'ai engagé quelqu'un pour créer des documents convaincants. « Tu as falsifié ma mort », cria Patricia. Carmen a pleuré pendant des semaines. C'est alors que j'ai décidé d'arrêter de la chercher. Je pensais qu'elle avait assez souffert. Maxime sentit une rage si intense qu'il dut s'accrocher au bureau pour ne pas perdre le contrôle. « Vous avez fait croire à ma mère que sa sœur était morte pour pouvoir utiliser sa sœur pour la trouver ?»« Maxime, j'étais désespéré, » commença Vandermeersch. « Non, » rugit Maxime avec une force qui fit vibrer les fenêtres. « Il n'y a pas d'excuse pour ça. Vous avez détruit 2 vies, séparé 2 sœurs et causé 20 ans de douleur inutile par votre ego blessé. » Carmen s'approcha du téléphone et quand elle parla, sa voix avait une autorité que Maxime n'avait jamais entendue auparavant. C'était la voix de la PDG d'une entreprise multinationale, la voix de la femme puissante qui s'était cachée pendant 2 décennies. « James Vandermeersch », dit-elle en utilisant son nom complet, comme s'il s'agissait d'une sentence. « En tant que propriétaire majoritaire de Vandermeersch International Holdings, j'ai quelques décisions à annoncer. Carmen, s'il vous plaît, supplia Vandermeersch. Première décision, continua Carmen implacablement. Vous êtes officiellement renvoyé en tant que PDG. À effet immédiat. Les employés du groupe Atlas commencèrent à murmurer avec émotion. Ils assistaient à l'histoire corporative en temps réel. Deuxième décision, continua Carmen. Patricia Dubois sera immédiatement contactée par le service juridique de l'entreprise pour discuter d'une compensation pour les 15 ans de manipulation et d'abus psychologiques qu'elle a subis. Maxime entendit des sanglots de l'autre côté de la ligne. Patricia pleurait. Troisième décision, ajouta Carmen. Hélène Delacroix sera nommée nouvelle présidente des opérations de Vandermeersch International Holdings, me rapportant directement. Carmen, demanda Hélène avec étonnement. Vous êtes la seule personne dans cette situation à avoir agi avec une intégrité complète, expliqua Carmen. Vous avez révélé la conspiration de votre père, protégé les intérêts des employés et fait preuve d'un véritable leader. Cette femme, qui avait passé des années à être invisible, prenait maintenant des décisions qui affecteraient des milliers de personnes avec la sagesse de quelqu'un qui avait appris le leadership depuis les tranchées les plus basses. « Et ma décision finale, dit Carmen, sa voix maintenant douce mais ferme. Patricia, ma sœur, je veux que tu rentres à la maison. Je veux que tu connaisses ton neveu correctement. Je veux que nous récupérions les 20 ans que nous avons perdus à cause des mensonges d'un homme qui ne méritait l'amour d'aucune de nous deux. » Les sanglots de Patricia s'intensifièrent. « Carmen, tu me pardonnes ?» Carmen ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues. « Patricia, j'ai aussi commis des erreurs terribles. J'ai volé, j'ai menti, j'ai blessé des personnes innocentes. Si tu peux pardonner à une sœur qui a ruiné sa vie par orgueil et ambition, je peux pardonner à une sœur qui a ruiné la sienne par douleur et abandon. » Maxime s'approcha de sa mère et l'embrassa. C'était une étreinte qui contenait tout l'amour, tout le pardon, et tout l'espoir d'une famille qui avait enfin trouvé la vérité. Après des décennies de secrets, « Maman », murmura-t-il à son oreille, « je suis fier de toi, non pas pour l'argent, non pas pour le pouvoir, mais pour avoir choisi l'amour plutôt que la vengeance. » Carmen le serra dans ses bras, et Maxime sentit des années de tension s'évaporer de son corps. « Mon fils, j'ai appris quelque chose pendant ces années à nettoyer des bureaux. J'ai appris que le vrai pouvoir ne vient pas de ce que l'on a, mais de ce que l'on est prêt à donner. » Depuis Anvers, Hélène parla d'une voix pleine d'émotion. « Carmen, qu'est-ce qui va se passer avec le groupe Atlas? Allez-vous toujours l'acheter ?» Carmen regarda autour du bureau, vers les employés qu'il avait vus se transformer de femmes de ménage invisibles à magnats des affaires en un seul après-midi. « Non, » répondit-elle finalement. « Je vais faire quelque chose de mieux. Je vais la donner à ses employés. Le groupe Atlas deviendra une coopérative appartenant à ses travailleurs, et Maxime sera son premier président élu par vote démocratique. » Le rugissement d'approbation qui suivit fut assourdissant. Les employés criaient, pleuraient, s'embrassaient. C'était la victoire du travailleur ordinaire sur le système corporatif qui les avait traités comme des biens jetables. Mais la plus grande surprise était à venir, car à ce moment-là, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et une femme âgée aux cheveux gris et aux mêmes yeux verts que Carmen entra dans le bureau. Patricia Dubois avait pris le premier vol depuis Anvers, et derrière, elle venait quelqu'un qui donnerait à toute cette histoire de rédemption
un tournant que personne n'avait anticipé. Patricia Dubois entra dans le bureau du groupe Atlas avec des pas hésitants, comme si chaque mètre qu'elle avançait la ramenait 20 ans en arrière. Ses yeux verts, identiques à ceux de Carmen, étaient gonflés par les pleurs pendant le vol de 6 heures depuis Anvers. Mais la vraie surprise n'était pas Patricia. La vraie surprise était l'homme qui marchait derrière elle, grand, distingué, aux cheveux complètement blancs et à l'expression mêlant nervosité et détermination. Maxime le reconnut immédiatement des photographies qu'il avait vues sur Internet lors de ses recherches nocturnes. Dr Fernand Leroy, l'homme dont sa mère avait volé le travail 20 ans auparavant. « Mon Dieu !» murmura Carmen, portant les mains à sa poitrine comme si elle avait vu un fantôme. « Fernand, qu'est-ce que tu fais ici ?» Le docteur. Leroy s'arrêta à l'entrée du bureau, regardant autour de lui avec une curiosité scientifique, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Carmen. Quand il parla, sa voix était douce, mais chargée d'une émotion contenue pendant 2 décennies. « Carmen Dubois, dit-il lentement, ou devrais-je dire Carmen Dubois van der Meersch, la nouvelle PDG de Van der Meersch International Holdings. » Maxime sentit son estomac se nouer. Il avait espéré que le sujet du docteur, Leroy, resterait dans le passé, mais il était là, marchant vers le centre de sa nouvelle réalité, comme une bombe à retardement sur pattes. « Fernand » commença Carmen, sa voix tremblante. « Je sais qu'il n'y a pas de mots qui puissent. » « Non, » l'interrompit le docteur Leroy en levant une main. « Il n'y a pas de mots qui puissent effacer ce qui s'est passé, mais il n'y a pas non plus de mots qui puissent changer ce qui va se passer maintenant. » Patricia s'approcha lentement de Carmen, comme si elle s'approchait d'un animal blessé. Lorsqu'elle fut enfin assez proche pour la toucher, elle tendit une main tremblante vers le visage de sa sœur. « Carmencita » murmura-t-elle en utilisant le surnom d'enfance qu'elle n'avait pas prononcé depuis 25 ans. « Ma petite sœur, tu me pardonnes vraiment ?» Carmen prit la main de Patricia et la pressa contre sa joue, les larmes coulant librement. « Patricia, je devrais te demander pardon. J'aurais dû te chercher davantage. J'aurais dû être une meilleure sœur. J'aurais dû. » « Chut !» la calma Patricia doucement. « Peu importe ce que nous aurions dû faire. Seul compte ce que nous allons faire maintenant. » Les sœurs s'embrassèrent avec une intensité qui fit pleurer plusieurs des employés qui continuaient d'observer la scène. C'était le genre d'étreinte qui contient des années de douleur, de pardon et un amour qui ne s'était jamais complètement éteint. Maxime observait sa mère et sa tante avec un mélange de joie et d'appréhension. La réunion de famille était belle, mais la présence du docteur Leroy représentait une menace qu'il ne pouvait ignorer. Docteur Leroy. Maxime s'approcha de l'homme âgé avec respect, mais prudence. « Puis-je vous demander ce qui vous amène ici exactement ?» Le roi le regarda avec des yeux qui avaient vu trop de choses pour être facilement surpris. « Vous devez être Maxime. J'ai beaucoup entendu parler de vous ces dernières heures. »« De qui ?» demanda Maxime. « De James van der Meersch. » Leroy répondit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Il m'a appelé, il y a 3 heures, complètement désespéré. Il m'a raconté toute l'histoire, votre brillanté juridique, la découverte de la véritable propriété de l'entreprise, la réunion de famille, tout. » Carmen se sépara lentement de Patricia, se tournant vers Leroy avec une expression de terreur absolue. « Fernand, qu'est-ce que Van der Meersch t'a dit exactement ?»« Il m'a dit qu'il avait besoin de mon aide pour arrêter ce qu'il appelait la destruction de tout ce qu'il avait construit. » Castillo a répondu « Il m'a offert 50 millions d'euros si je témoignais publiquement que votre travail était entièrement basé sur mes recherches volées. » Le silence qui suivit fut si dense que Maxime pouvait le sentir pressé contre sa poitrine comme une dalle de marbre. « Et ?» demanda Carmen d'une voix à peine audible. « Vas-tu le faire ?» Le roi marcha lentement vers la fenêtre, regardant la ville comme s'il cherchait des réponses à l'horizon. « Carmen, quand j'ai découvert ce que tu avais fait de mon travail il y a 20 ans, j'ai pensé que ma vie était finie. J'avais perdu les crédits de 5 ans de recherche. J'avais perdu des opportunités de financement. J'avais perdu ma réputation dans la communauté scientifique. » Maxime sentit ses jambes trembler. « Docteur Leroy, mais quelque chose d'intéressant s'est passé, » continua Leroy, ignorant l'interruption. « Au lieu de maigrir, j'ai décidé de continuer à chercher, et pendant ces 20 ans, j'ai développé des technologies qui ont révolutionné 3 domaines différents de la médecine. » Il se tourna vers Carmen, avec une expression que Maxime ne put déchiffrer. « Sais-tu ce que j'ai appris en 20 ans, Carmen ?»« Quoi ?» murmura Carmen. « Que le vrai génie n'est pas d'avoir des idées originales. Le vrai génie est de prendre des idées existantes et de les porter à des endroits où personne d'autre ne pourrait les porter. » Le roi s'approcha d'elle lentement. « Et toi, Carmen Dubois, tu as porté mes algorithmes de base à un niveau que je n'aurais jamais pu imaginer.
Les employés qui observaient commencèrent à murmurer entre eux. Ce n'était pas la confrontation destructrice qu'ils avaient espérée. Ce que tu as fait était mal, continua l'héros. Voler est mal. S'attribuer le mérite du travail des autres est mal. Mais ce que tu as créé avec ce fondement volé, c'était extraordinaire. Carmen le regarda avec une confusion totale. Fernand, je ne comprends pas. Vandermeersch m'a montré tous les développements que tu as faits en te basant sur mes algorithmes originaux. Leroy expliqua, en 20 ans, tu as créé 17 applications différentes. Tu as résolu des problèmes énergétiques qui sauvent des millions de vies. Tu as développé des systèmes qui nettoient les océans et réduisent la pollution atmosphérique. Maxime sentit une étincelle d'espoir dans sa poitrine. Que dites-vous exactement, docteur Leroy? Leroy sourit, et cette fois le sourire atteignit ses yeux. Je dis que j'ai dit à Vandermeersch qu'il pouvait garder ses 50 millions, que je préfère être un co-inventeur reconnu de technologies qui sauvent la planète, plutôt que d'être le scientifique aigri qui a détruit la femme qui a transformé ses idées en réalité. La révélation frappa le bureau comme un éclair de lumière après un orage. Les employés commencèrent à applaudir spontanément. Patricia serra Carmen plus fort, et Maxime sentit qu'il pouvait respirer pour la première fois depuis des heures. Fernand. Carmen pleura. « Tu peux vraiment me pardonner ?» Carmen. « Je ne suis pas qui je suis pour te pardonner, » répondit Leroy doucement. « Mais je suis qui je suis pour t'offrir une association réelle, légitime, où nous travaillerons ensemble pour développer les prochaines générations de ces technologies. » Maxime s'approcha du docteur Leroy avec une révérence qui surprit le scientifique âgé. « Docteur Leroy, seriez-vous prêt à être le directeur scientifique de Vandermeersch International Holdings sous la direction de ma mère ?» Le roi regarda Maxime avec une expression de surprise sincère. « Vous voulez que je vous rejoigne après ce que votre mère m'a fait? Je veux que vous nous rejoigniez précisément à cause de ce que ma mère vous a fait. » Maxime répondit avec une sagesse qui semblait venir de générations d'expérience. « Parce que vous avez démontré que le vrai pouvoir ne vient pas de la vengeance, mais du pardon. Et nous avons besoin de ce genre de leadership moral. » Carmen regarda son fils avec des yeux pleins de fierté et d'étonnement. « Mon fils, comment as-tu appris à être si sage ?»« De toi, maman, » répondit Maxime. « J'ai appris en voyant comment tu as passé 20 ans à payer pour tes erreurs sans t'aigrir. J'ai appris en voyant comment tu as choisi l'humilité plutôt que l'orgueil, le sacrifice plutôt que l'égoïsme. » C'est alors que le téléphone du bureau sonna de nouveau. Cette fois, Maxime n'hésita pas à répondre. Groupe Atlas, Maxime Dubois à l'appareil. Maxime. La voix d'Hélène depuis Anvers sonnait urgente. « J'ai besoin que tu mettes le haut-parleur immédiatement. Tout le monde doit entendre ça. » Maxime activa le haut-parleur. « Vas-y, Hélène. Vandermeersch vient de faire quelque chose qui change tout, » annonça Hélène. Il a convoqué une conférence de presse pour 10 sept, heure de Paris. Il va annoncer publiquement que Carmen a volé toute la technologie de Vandermeersch International Holdings. Carmen porta les mains à sa bouche. « Quoi ? Mais ce n'est pas tout, » continua Hélène. « Il va aussi annoncer qu'il poursuit Carmen pour 500 millions d'euros de dommages et qu'il va chercher à la faire arrêter pour fraude d'entreprise. » Patricia s'approcha du téléphone avec fureur. Peut-il faire ça légalement, malgré les prescriptions que Maxime a mentionnées? Techniquement, il ne peut pas la poursuivre pénalement. Hélène répondit, mais il peut la poursuivre civilement et ruiner sa réputation publiquement. Et avec les médias impliqués, cela pourrait être dévastateur pour toute tentative de Carmen de diriger l'entreprise. Maxime sentit une rage familière grandir dans sa poitrine. « À quelle heure est cette conférence ?»« Dans 45 minutes, » répondit Hélène. Maxime regarda l'horloge du bureau. 6h15. Puis il regarda sa mère, qui semblait s'être recroquevillée à l'idée d'être humiliée publiquement devant tout le pays. « Hélène, » dit Maxime d'une voix que tout le monde dans le bureau reconnut comme la voix du leadership. J'ai besoin que tu fasses exactement ce que je vais te dire. Je vous écoute. Réserve la plus grande salle de conférence que tu puisses trouver à Bruxelles pour 18. Convoque tous les médias importants. RTBF, VRT, RTL TVI, tous. Pourquoi ? Demanda Hélène. Maxime regarda sa mère, puis le docteur, Leroy, puis Patricia. Nous allons avoir notre propre conférence de presse et nous allons raconter notre version de l'histoire. Carmen le regarda avec terreur. Maxime, je ne peux pas affronter les médias, pas après tout ce que j'ai fait. Maman, Maxime lui prit les mains. Pendant 20 ans, tu as vécu dans l'ombre en payant tes erreurs. Il est temps que tu sortes à la lumière et que tu montres ce que tu as construit avec ces erreurs. Le docteur Leroy s'approcha d'eux. Carmen, Maxime a raison.
L'histoire que Vandermeersch va raconter est l'histoire d'une voleuse qui n'a jamais changé. Mais la vraie histoire est celle d'une femme qui a commis des erreurs terribles et a passé 2 décennies à les transformer en quelque chose de beau. Patricia serra sa sœur par les épaules. « Carmencita, je serai là avec toi. Nous allons affronter ça ensemble, comme nous aurions dû le faire il y a 20 ans. » Maxime regarda autour du bureau, voyant les visages des employés qui avaient été témoins de la transformation la plus incroyable qu'il n'aurait jamais vue. « Vous tous, dit-il en s'adressant aux travailleurs du groupe Atlas, seriez-vous prêts à nous accompagner à Bruxelles ce soir? Seriez-vous prêts à défendre la femme qui a nettoyé vos bureaux et qui veut maintenant faire de vous les propriétaires de votre propre entreprise? » Le rugissement d'approbation qui suivit fut assourdissant. Ces employés qui avaient vu Carmen être humiliée le matin et devenir PDG l'après-midi étaient prêts à la suivre jusqu'au bout du monde. « Hélène, » continua Maxime, « j'ai aussi besoin que tu contactes tous les bénéficiaires des technologies que ma mère a développées au cours des 20 dernières années. Les hôpitaux qui utilisent ces systèmes de purification d'eau, les villes qui ont mis en œuvre ces programmes de réduction de la pollution, les entreprises qui ont adopté ces processus d'optimisation énergétique. Pourquoi? Demanda Hélène. Parce que Vandermeersch va essayer de peindre ma mère comme une méchante, expliqua Maxime. Mais nous allons montrer au monde que cette méchante a sauvé plus de vies en 20 ans que la plupart des gens dans toute leur existence. Carmen regarda son fils, des larmes coulant sur ses joues, mais cette fois ce n'était pas des larmes de tristesse ou de honte, c'était des larmes d'espoir pur. « Mon fils, murmura-t-elle, crois-tu vraiment que nous pouvons gagner cette bataille ?» Maxime la regarda avec un sourire qui combinait sa jeunesse avec une sagesse qui semblait ancienne. « Maman, nous n'allons pas gagner cette bataille, nous l'avons déjà gagnée. Maintenant, nous allons juste raconter au monde comment nous l'avons fait. » Mais ce que Maxime ne savait pas, c'est que Vandermeersch avait un as dans sa manche, un as qu'il gardait depuis 20 ans, attendant le moment parfait pour l'utiliser. Et ce moment parfait était arrivé, car pendant la conférence de presse qui était sur le point de commencer, Vandermeersch n'allait pas seulement révéler les crimes passés de Carmen, il allait révéler un secret sur Maxime qui changerait tout ce que le jeune homme avait cru sur sa propre identité. Un secret que Carmen avait gardé pendant 18 ans et qui pourrait détruire non seulement sa relation mère-fils, mais toute la confiance que Maxime avait placée dans la femme qui avait tout sacrifié pour lui. Le téléphone sonna une fois de plus, et cette fois, la voix qui sortit du haut-parleur n'était pas celle d'Hélène, c'était celle de James Vandermeersch, et elle sonnait comme un homme qui avait finalement décidé de jouer sale. « Carmen, » dit-il avec une froideur qui glaça le sang de tous dans le bureau. « J'espère que tu apprécies ton dernier jour en tant que mère de Maxime Dubois, car après ce que je vais révéler dans 30 minutes, il est très possible qu'il ne veuille plus jamais te voir. » La menace de Vandermeersch résonna dans le bureau du groupe Atlas comme le rugissement d'un lion blessé. Carmen chancela physiquement, s'accrochant au bureau pour ne pas tomber, tandis que Maxime la regardait avec un mélange de confusion et de terreur croissante. « Maman » murmura Maxime. « De quoi parle-t-il » Carmen ferma les yeux, et un instant, il sembla qu'elle allait s'évanouir. Quand elle les rouvrit, il y avait en eux une résignation qui brisait le cœur. « Maxime, » dit-elle d'une voix tremblante, « il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, quelque chose qui changerait tout entre nous. » Carmen, « Non » Patricia intervint désespérément. « Ne lui donne pas cette satisfaction. Ne laisse pas Vandermeersch utiliser ton amour pour Maxime contre toi. » Mais Vandermeersch continua depuis le haut-parleur, sa voix chargée d'une cruauté contenue pendant des décennies. « Carmen, vas-tu lui dire la vérité à Maxime, ou préfères-tu qu'il l'apprenne à la télévision nationale avec le reste du monde ?» Maxime sentit que quelque chose de fondamental se brisait dans sa poitrine. « Maman, quelle vérité ?» Carmen regarda autour du bureau, voyant les visages des employés qu'il avait admirés pendant les dernières heures. Du docteur Leroy, qui venait de lui offrir son pardon, de Patricia, qui était revenue après 15 ans. Toutes ces personnes qui la voyaient enfin comme un être humain complexe, raclement de gorge mais précieux, étaient sur le point de découvrir le secret qu'elle avait gardé plus jalousement que tout autre. « Vandermeersch n'est pas ton père biologique » Carmen murmura si bas que Maxime dut se pencher pour l'entendre. Le monde de Maxime s'arrêta complètement. « Quoi? Ton père biologique est Fernand Leroy ?» continua Carmen, les larmes coulant comme des rivières sur ses joues. « Quand j'ai volé son travail, je n'ai pas seulement volé ses recherches, j'ai aussi volé son cœur, sa confiance. Et quand je suis tombée enceinte, je lui ai fait croire que le bébé était de Vandermeersch pour te protéger des conséquences de mes crimes. » Le docteur Leroy resta paralysé,
son visage passant par une série d'émotions allant du choc à la compréhension et, finalement, à une tendresse infinie alors qu'il regardait le jeune homme qu'il avait admiré la dernière heure. « Fernand, aimons. » Maxime ne put terminer la question. Carmen hocha la tête. « J'ai dit à Vandermeersch que tu étais à lui parce que je pensais qu'un entrepreneur prospère pourrait te donner une meilleure vie qu'un scientifique ruiné. Mais quand Vandermeersch m'a abandonné, je me suis rendu compte que j'avais perdu l'occasion de donner à Fernand la possibilité de connaître son fils. » Maxime regarda le docteur, le roi cherchant une ressemblance qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Et là, il y avait les mêmes yeux curieux, la même façon d'incliner la tête quand il pensait. La même passion pour résoudre des problèmes complexes. « Fernand », Carmen s'adressa au scientifique d'une voix brisée. « Pendant 20 ans, je t'ai volé non seulement ton travail, mais aussi ton fils. Il n'y a pas de pardon pour ça. Il n'y a pas de justification pour ça. » Le roi marcha lentement vers Maxime, étudiant son visage comme s'il voyait un miracle scientifique. « Maxime », dit-il doucement. « Puis-je » Maxime ne répondit pas avec des mots. Il s'approcha simplement de l'homme qu'il venait de découvrir être son père et l'embrassa avec une intensité qui surprit les deux. Vandermeersch, voyant que sa bombe émotionnelle n'avait pas eu l'effet destructeur qu'il attendait, intensifia son attaque. Ce n'est pas tout. Carmen lui a aussi menti sur la mort de Patricia, sur les motifs de ses crimes, sur tout. Maxime, ta mère est une menteuse pathologique qui a manipulé toute ta vie. Maxime se sépara lentement de l'héros et s'approcha du téléphone. Quand il parla, sa voix avait un calme mortel qui fit frissonner tout le monde dans le bureau. « Monsieur Vandermeersch, dit-il, vous venez de commettre la plus grande erreur de votre vie. » « Comment ?» Vandermeersch rit cruellement, en disant la vérité à ton fils sur le genre de femme que tu es vraiment. « Non, » répondit Maxime, en me révélant que vous saviez tout ce temps que vous n'étiez pas mon père biologique et que vous m'avez quand même abandonné quand ma mère était enceinte. Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre la climatisation. Maxime continua, sa voix gagnant en force à chaque mot. Vous saviez que le bébé n'était pas le vôtre, mais vous avez laissé ma mère croire que vous l'aviez abandonnée parce qu'elle était enceinte. Vous l'avez laissé porter cette culpabilité pendant 20 ans, alors que vous connaissiez la vérité. Carmen leva les yeux, confuse. Maxime, maman. Maxime se tourna vers elle. Ne t'as-tu jamais semblé étrange que Vandermeersch ait accepté si facilement que le bébé était le sien? Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi un homme si calculateur n'a jamais demandé de test de paternité? Carmen fronça les sourcils, traitant l'information. Je pensais qu'il savait. Maxime conclut. Vandermeersch a toujours su que je n'étais pas son fils. Mais il lui convenait que tu le crois, car ainsi il pouvait contrôler le récit. Il pouvait se peindre comme l'homme abandonné par une femme traîtresse, alors qu'en réalité, c'est lui qui a tout orchestré depuis le début. Patricia regarda le téléphone avec une fureur renouvelée. James Vandermeersch, vous êtes plus manipulateur que je ne l'aurais jamais imaginé. Hélène intervint depuis Anvers, sa voix pleine d'urgence. Maxime, la conférence de presse de Vandermeersch commence dans 10 minutes. Les médias diffusent déjà en direct d'ici. Maxime regarda autour du bureau, vers sa mère, qui avait tout sacrifié pour le protéger, vers Fernand Leroy, son vrai père, qui avait choisi le pardon plutôt que la vengeance, vers Patricia, qui était revenue pour soigner les blessures familiales, et vers les employés du groupe Atlas, qui étaient prêts à soutenir une femme qui avait nettoyé leur bureau avec dignité pendant des années. « Hélène, » dit Maxime avec une détermination qui le surprit lui-même, « annule la réservation de la salle de conférence. »« Quoi ?» demanda Hélène confuse. « Nous n'allons pas à Anvers. » Maxime annonça. « Vandermeersch peut faire sa conférence de presse. Nous allons faire quelque chose de mieux. » Carmen le regarda avec perplexité. « Mon fils, qu'est-ce que tu vas faire ?» Maxime sourit, et c'était le sourire de quelqu'un qui avait enfin trouvé son véritable pouvoir. « Nous allons diffuser en direct d'ici même, directement depuis le bureau où tout a commencé. Et nous allons raconter au monde la vraie histoire. » Il se dirigea vers l'un des employés qui filmait avec son téléphone. « Pouvez-vous configurer une diffusion en direct sur tous les principaux réseaux sociaux ?»« Oui, bien sûr. » répondit l'employé, enthousiasmé de faire partie de quelque chose d'historique. Docteur Leroy, Maxime s'adressa à son père nouvellement découvert. « Seriez-vous prêt à expliquer publiquement comment le travail que ma mère a volé est devenu des technologies qui ont sauvé des millions de vies ?» Le roi sourit avec une fierté paternelle. « Ce serait un honneur, Patricia. » Maxime continua. « Pourriez-vous parler de la façon dont Vandermeersch a manipulé votre douleur pour vous séparer de votre sœur pendant 15 ans ?» Patricia hocha la tête,
son visage se durcissant de détermination. Avec grand plaisir, Maxime regarda sa mère, qui était toujours paralysée par la révélation que Vandermeersch avait connu la vérité tout ce temps. « Et maman, tu vas faire ce que Vandermeersch s'attend le moins. »« Quoi ?» demanda Carmen. « Tu vas le remercier, » répondit Maxime, publiquement devant le monde entier. Carmen le regarda comme s'il avait perdu la raison. « Maxime, maman, Vandermeersch vient de te faire le plus beau cadeau de ta vie, » expliqua Maxime. « Il t'a libéré de 20 ans de fausse culpabilité, il t'a rendu ta sœur, il t'a réuni avec le vrai père de ton fils et, plus important encore, il t'a démontré que tu es plus forte que tout homme qui a essayé de te contrôler. » La diffusion en direct commença exactement à 17h30, juste au moment où Vandermeersch entamait sa conférence de presse à Anvers. En quelques secondes, des milliers de personnes se connectèrent pour voir ce qui se passait dans le bureau du groupe Atlas. Maxime se plaça devant la caméra avec Carmen, Patricia et le docteur Leroy à ses côtés et les employés formant un demi-cercle derrière eux. « Bonsoir », commença Maxime, sa voix claire et confiante. « Je m'appelle Maxime Dubois et il y a 12 heures, je n'étais que le fils d'une femme de ménage. Maintenant, je suis le fils d'une femme extraordinaire qui est sur le point de vous raconter une histoire que James Vandermeersch préférerait que vous n'entendiez jamais. » Sur l'écran partagé que les utilisateurs pouvaient voir, Vandermeersch parlait depuis un podium élégant entouré de journalistes, tandis que Maxime parlait depuis un bureau d'entreprise ordinaire entouré de travailleurs réels. « Monsieur Vandermeersch vous raconte que ma mère est une voleuse, » continua Maxime. « Et il a raison. Il y a 20 ans, Carmen Dubois a volé le travail d'autres scientifiques et l'a présenté comme le sien. » Les commentaires en direct commencèrent à apparaître, certains soutenant Vandermeersch, d'autres confus par l'honnêteté brutale de Maxime. « Mais ce que Vandermeersch ne vous dit pas, » continua Maxime, « c'est ce que ma mère a fait avec ce travail volé au cours des 20 années suivantes. » Carmen s'approcha de la caméra et quand elle parla, sa voix avait la dignité de quelqu'un qui avait trouvé la paix avec son passé. « J'ai pris les idées de Fernand Leroy et je les ai transformées en systèmes qui ont purifié l'eau potable pour 50 millions de personnes. » Carmen a dit, « J'ai développé des processus qui ont réduit la pollution atmosphérique dans 18 grandes villes. J'ai créé des algorithmes qui ont optimisé la consommation énergétique dans des milliers d'hôpitaux, d'écoles et de centres communautaires. » Le docteur Leroy s'approcha, posant une main protectrice sur l'épaule de Carmen. « Je m'appelle Fernand Leroy et je suis le scientifique dont Carmen a volé le travail il y a 20 ans. Je suis aussi le père biologique de Maxime. » Les commentaires en direct explosèrent de surprise et d'émotion. « Pendant 20 ans, j'ai observé comment Carmen a pris mes idées de base et les a portées à des niveaux que je n'aurais jamais pu atteindre, » continua Leroy. « En tant que scientifique, je peux vous dire que le vrai génie n'est pas d'avoir des idées originales, c'est de prendre des idées existantes et de les transformer en solutions qui changent le monde. » Patricia s'approcha, ses yeux brillants de larmes de rédemption. « Je suis Patricia Dubois, sœur de Carmen. Pendant 15 ans, j'ai cru que ma sœur m'avait abandonné. Maintenant, je sais que James Vandermeersch a falsifié ma mort pour nous manipuler toutes les deux et nous utiliser dans sa guerre personnelle contre une femme qui a eu le courage de reconstruire sa vie après avoir commis des erreurs terribles. » À Anvers, Vandermeersch pouvait voir la diffusion en direct sur les écrans des journalistes. Sa conférence de presse s'effondrait tandis que les journalistes commençaient à poser des questions sur les accusations portées en temps réel depuis le bureau du groupe Atlas. Maxime prit la caméra et traversa le bureau, montrant les employés qui avaient été témoins de la transformation de Carmen. « Ce sont les personnes qui ont travaillé aux côtés de ma mère pendant des années sans savoir qui elle était vraiment, » expliqua Maxime. « Aujourd'hui, ils l'ont vue être humiliée, licenciée, puis transformée en PDG d'une entreprise multinationale. Mais plus important encore, ils l'ont vue choisir d'utiliser son pouvoir non pas pour se venger, mais pour autonomiser les autres. » Il s'arrêta devant Robert de Clercq, qui était revenu au bureau après avoir été escorté quelques heures auparavant. « Monsieur de Clercq, » dit Maxime, « vous avez humilié ma mère ce matin. Qu'avez-vous à dire maintenant ?» De Clercq regarda directement la caméra, ses yeux pleins de larmes sincères. « Carmen Dubois m'a appris aujourd'hui que le vrai leadership ne vient pas du pouvoir que l'on a sur les autres, mais du pouvoir que l'on donne aux autres. Elle m'a humilié sans m'humilier, m'a corrigé sans me détruire et m'a pardonné sans que je le mérite. » Maxime retourna au centre du bureau, où Carmen l'attendait avec une sérénité qu'elle avait construite pendant 20 ans. « Monsieur Vandermeersch. » Maxime s'adressa directement à la caméra. « Merci. Merci de m'avoir appris que la vengeance est le refuge des faibles.
Merci de m'avoir montré que ma mère est plus forte que tout homme qui a essayé de la contrôler. Et merci de m'avoir démontré que le vrai pouvoir vient d'élever les autres, pas de les rabaisser. Carmen s'approcha de la caméra pour sa déclaration finale. James Van Der Meersch, pendant 20 ans, j'ai pensé que je vous devais des excuses pour vous avoir trahi. Maintenant, je comprends que c'est vous qui me devez des excuses pour m'avoir volé 20 ans de vie passée avec une fausse culpabilité. Elle fit une pause, respirant profondément. Mais je n'ai pas besoin de ces excuses parce que ces 20 ans n'ont pas été gaspillés. Ils ont été mon éducation à l'humanité, à l'humilité et à la résilience. Maxime regarda la caméra une dernière fois. Van Der Meersch International Holdings deviendra officiellement entreprise Dubois-Leroy demain matin. Ce sera une entreprise dédiée au développement de technologies qui résolvent les plus grands problèmes de l'humanité, dirigée par des personnes qui ont appris que les erreurs du passé peuvent se transformer en la sagesse du futur. La diffusion se termina par une image qui deviendrait emblématique, Carmen embrassée par son fils Maxime, sa sœur Patricia et Fernande Leroy, entourée d'employés qui applaudissaient non par obligation, mais par une inspiration sincère. À Anvers, Van Der Meersch annula brusquement sa conférence de presse lorsque les journalistes commencèrent à lui poser des questions sur les accusations de manipulation et de chantage émotionnel. Quelques jours plus tard, Carmen Dubois-Leroy devint la plus jeune PDG à faire la une de Forbes, non pas pour sa richesse, mais pour avoir démontré que la rédemption est possible lorsqu'elle est combinée au travail acharné et à une humble sincérité. Maxime fonda la première université coopérative du pays, où les étudiants ne paient pas de frais de scolarité, mais contribuent par le travail communautaire et le développement de technologies sociales. Fernande Leroy reçut enfin la reconnaissance qu'il méritait pour ses contributions scientifiques et devint co-directeur du laboratoire d'innovation le plus avancé d'Europe. Patricia Dubois ouvrit une fondation dédiée à réunir les familles séparées par la manipulation et les abus émotionnels, aidant des milliers de personnes à guérir des relations qu'elles croyaient perdues à jamais. Et Robert de Klerk devint le directeur des ressources humaines d'entreprise Dubois-Leroy, se spécialisant dans la création d'environnements de travail où la dignité humaine est la valeur la plus importante. L'histoire du fils de la femme de ménage qui a sauvé le contrat le plus important est devenue plus. Elle est devenue la preuve que peu importe à quelle profondeur vous tombez, vous pouvez toujours choisir de vous relever et de transformer vos cicatrices en étoiles qui guident les autres vers la lumière. Carmen Dubois avait commencé la journée en étant invisible, elle l'a terminée en étant inoubliable. Et cette différence a été faite par l'amour inconditionnel d'un fils qui a appris que défendre sa famille ne signifie pas cacher ses erreurs, mais les aider à transformer ces erreurs en sagesse qui peut changer le monde.